Yann Brossat, je le rappelle, vous êtes sénateur communiste de Paris, porte-parole du Parti communiste. On va d'abord regarder ensemble les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. D'abord, la une du Courrier Picard. La justice prise pour cible par le RN qui dénonce une justice politique. Les magistrats ne font qu'appliquer les lois votées par le Parlement. C'est ce que rétorque le gouvernement. La deuxième une, c'est celle du Berry républicain. Eau du robinet, un scandale sanitaire majeur. Un peu partout en France, l'eau du robinet est polluée au chlorure de vinyle monomère, un gaz cancérogène. Un procès a lieu aujourd'hui à Orléans. Et puis la dernière une, c'est celle de Ouest France. Quelle solution apporter aux déserts médicaux? Un texte de loi visant notamment à réguler l'installation des médecins est débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Il est très contesté par les praticiens. Quelle une avez-vous envie de commenter? La première, celle du Courrier Picard, ça me permet d'ailleurs de passer un salut à mon camarade Léon Desfontaines, qui est candidat aux prochaines élections municipales à Amiens, en Picardie, et parce que de fait, c'est le sujet d'actualité qui nous occupe depuis lundi. Et la justice, justement, on va y venir. D'abord, la Cour d'appel de Paris qui a dit hier envisager un procès avec une décision à l'été 2026, soit 9 mois avant la présidentielle. Est-ce que vous dites que c'est une bonne chose? C'est à double tranchant, c'est une bonne chose parce que ça permettra à l'affaire d'être réglée avant l'élection présidentielle. Ça pose question quand même parce que beaucoup de justiciables aimeraient bénéficier de délais aussi courts et de fait n'y ont pas droit. En tout cas, il y a du positif, il y a du moins positif, mais en tout cas, ça permettra d'être fixé avant l'élection présidentielle, ça assurément. Vous avez entendu Marine Le Pen hier dénoncer la tyrannie des juges. Le système a sorti la bombe nucléaire, a-t-elle dit. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je trouve ça invraisemblable et je pense que plus on parle de cette affaire, et c'est sans doute la stratégie du Rassemblement national, moins on parle des faits qui sont reprochés au RN. Qu'est-ce qui est reproché au parti de Mme Le Pen? C'est d'avoir détourné plus de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Vous savez, il y a quelques mois, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné à 6 mois de prison ferme un jeune homme de 20 ans qui a volé un sandwich et 2 jus d'orange dans un supermarché. Ça lui a valu 6 mois ferme. Tout le monde trouve ça normal, ça passe comme une lettre à la poste. Madame Le Pen et ses amis qui détournent 4 millions d'euros et tout le cœur des pleureuses est de sortie et est en tournée internationale. Mais moi, je vous le dis très franchement, je pense que tous les propos qu'on entend qui visent à défendre Madame Le Pen depuis lundi n'ont rien à voir avec la défense de la démocratie, ils ont uniquement à voir avec une affaire de classe sociale. La réalité, c'est qu'une partie de la classe politique, une partie de la bourgeoisie française n'arrive pas à admettre l'idée qu'une des leurs puisse être condamnée. Eh bien, moi, je trouve parfaitement normal que quand on a détourné 4 millions d'euros, quand on a été considéré coupable des faits qui lui sont reprochés, eh ben on ait une peine. Mais pour vous, c'est une histoire de classe par... sociale, parce que la France insoumise aussi, elle dit que c'est pas la justice de destituer un élu. Eh bien, je trouve ça ahurissant. Et je ne comprends pas la position de la France insoumise sur ce sujet. La réalité, c'est qu'on ne peut pas admettre que 4 millions d'euros aient pu être détournés comme l'a fait le Rassemblement national. Et quand je vois le Premier ministre lui-même dire le jour même, au moment où la décision est prise, qu'il est troublé par cette décision, mais enfin c'est proprement incroyable. On attend du Premier ministre, il s'est un peu rattrapé après, qu'il défende la justice de notre pays alors qu'elle est vilipendée par toute une partie de responsables politiques, alors qu'elle est jetée aux chiens. Et on a un Premier ministre qui lui-même dit qu'il est troublé par une décision de justice. Je trouve ça choquant. Il a dit hier, François Bayrou, en principe de droit, toute décision pénale lourde de conséquences devrait être susceptible d'appel. Il n'a pas raison? Mais en l'occurrence, les juges appliquent la loi. Et que je sache, à l'époque, François Bayrou ne s'est pas indigné de la loi Sapin 2, pas du tout. On ne l'a absolument pas entendu à l'époque. Donc la réalité, c'est qu'on a des responsables politiques qui s'indignent de l'application d'une loi qu'ils ont eux-mêmes votée. Tout ça est quand même très contradictoire. Et puis une fois de plus, beaucoup de ceux qui s'indignent aujourd'hui passent leur temps à expliquer que la justice est trop laxiste. Elle est donc trop laxiste pour tout le monde, sauf pour Mme Le Pen et ses amis, et en réalité, sauf pour les responsables politiques eux-mêmes, qui voudraient en quelque sorte organiser leur propre impunité. Ben non, moi je trouve que, en l'occurrence, la loi s'applique, et d'ailleurs, si on a voté ces lois, c'est parce qu'il y avait nécessité de moraliser la vie politique. Est-ce qu'on est en train de dire, j'entends un certain nombre de gens dire ça, et je trouve ça inquiétant, qu'on est allé trop loin en matière de moralisation de la vie politique? Je ne le crois pas. Et je pense que si ces lois ont été adoptées, c'est parce qu'il était grand temps de remettre un peu d'ordre. Et justement, François Bayrou qui a ouvert hier la voie à une réflexion pour faire évoluer cette loi sur l'exécution provisoire. Éric Ciotti va proposer un texte au mois de juin. On l'écoute. L'exécution provisoire installe une peine de mort politique.
Monsieur le Premier ministre, notre groupe portera donc dans sa niche de juin une proposition de loi pour supprimer l'exécution provisoire pour les peines d'inéligibilité. Vous allez regarder ce texte ou d'emblée vous votez contre? J'imagine que nous voterons contre. En tout cas, je trouve ça proprement invraisemblable. Vous vous rendez compte que ces gens n'ont rien d'autre à faire dans le cadre de leur niche parlementaire. Ils ne doivent pas en avoir 50, des niches parlementaires. Il y a quand même des problèmes dans notre pays, des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes en matière de santé, en matière d'école, d'accès aux services publics. Rien d'autre à faire dans leur prochaine niche parlementaire que d'éviter l'inéligibilité pour des responsables politiques qui ont été condamnés pour des faits extrêmement lourds, extrêmement graves. La réalité, je le redis, c'est qu'une partie de la classe politique essaye de réorganiser sa propre impunité. Eh bien, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Alors, avec cette exécution provisoire, Marine Le Pen doit quitter son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais, mais la loi lui permet de rester députée, malgré son inéligibilité. Est-ce que, selon vous, elle doit démissionner de son mandat de députée ? Ça, en l'occurrence, elle fera ce choix elle-même. Et puis, par ailleurs, on pourrait appeler à sa démission, vu le comportement, la posture qui est la sienne depuis lundi. Il est peu probable qu'elle accède à cette demande. Donc, je n'ai pas l'habitude de demander des choses que je ne suis pas capable d'obtenir. Le Rassemblement national qui organise dimanche à Paris un meeting de soutien à Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous dites de ça? Comment vous le voyez, ce meeting? On sait depuis lundi que ce sont des délinquants. C'est la justice qui le dit. On sait depuis hier que ce sont des séditieux, des factieux et des agents du désordre. Et le Rassemblement national... Ils appellent une marche pacifique. Oui, une marche pacifique. Mais enfin, en l'occurrence, manifester, se mobiliser contre une décision de justice, c'est profondément... Enfin, ça, pour le coup, c'est troublant. Quand on a des responsables politiques qui défilent contre une décision de justice, on rentre dans quelque chose qui est particulièrement dangereux. Respecter la justice, ça fait partie des missions qui sont les nôtres en tant que responsables politiques. Et là, on est dans tout l'inverse, avec y compris le nom de la magistrate qui a été jeté en pâture, les menaces qui pèsent sur elle, la nécessité pour elle d'être protégée. Enfin, tout ça crée une ambiance particulière. Et le vernis de respectabilité dont le RN se paraît depuis maintenant quelques mois est en train de se craqueler sévèrement. Marine Le Pen qui semble écarter pour l'instant le plan B, le plan Bardella. Est-ce que la candidature de Jordan Bardella elle serait plus compliquée pour la gauche? Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, c'est la preuve que ce n'est pas le Front National, le Rassemblement National, ces idées qui sont empêchées d'exister, puisque M. Bardella pourra reprendre le flambeau. La réalité, c'est que ce sont les mêmes idées et que donc il faudra les combattre comme nous combattions celle de Madame Le Pen. C'est le combat démocratique, c'est le combat des idées, nous allons le mener. Le sondage de dimanche qui a été publié, sondage IFOP qui a été publié dans le JDD, il n'est pas bon pour la gauche. Tout le monde est en dessous des 5%, sauf Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Et je pense que la gauche devra retrouver des couleurs d'ici la prochaine élection présidentielle. Je pense qu'elle devra trouver le chemin du rassemblement. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ça a été le cas aux dernières élections législatives, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions trouver le chemin du rassemblement et surtout que nous puissions trouver le candidat qui nous permet non seulement d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle, mais d'être suffisamment rassembleur pour gagner l'élection présidentielle. Donc il y a un peu de travail. Heureusement, il nous reste 2 ans. Mais il faudra mettre à profit ce temps-là. Le seul candidat qui pourrait vous permettre d'être au second tour, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas persuadé qu'il puisse gagner le deuxième tour de l'élection présidentielle s'il avait la chance d'y figurer. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il y a nécessité à être rassembleur. Et pour moi, la question, parce que derrière il y a quand même des sujets de fond, la question qui permet de rassembler une majorité de Français, c'est la question du travail. C'est d'être capable de rassembler la France du travail, le monde du travail, ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à en vivre, ceux qui voudraient travailler et se retrouvent au chômage, ceux qui ont travaillé toute leur vie et malheureusement ont une retraite qui ne leur permet pas de sortir la tête de l'eau. Pour moi, c'est le monde du travail que nous devons être capables de rassembler et c'est la clé pour un candidat de gauche pour gagner l'élection présidentielle. Avant les présidentielles, il y aura les municipales. L'Association des maires de France qui a lancé hier une campagne pour encourager l'engagement citoyen et prévenir une crise des vocations. Et David Lisnard, son président, dénonce les lourdeurs qui pèsent sur les élus. Une bureaucratisation aussi qui résulte d'une espèce de culte de la transparence qui, à mon avis, ne prévient pas réellement des faits potentiels de dérive de démocratie locale, de corruption, etc., mais qui nous
enquiquine, je vais chercher le terme le plus correct, dès qu'on fait dans l'application normale de l'exercice de nos mandats, où on représente la ville dans des exécutifs, à chaque fois, il y a une usine à gaz déclarative auprès de la haute autorité de la vie publique qui nous mange des heures de vie et de travail de façon déprimante et décourageante. Ils sont trop enquiquinés, les élus, aujourd'hui? Ça dépend de quoi on parle. Alors évidemment, David Lisnard est un libéral forcené, donc il préfère parler des normes et des obligations en matière de transparence que de parler des moyens dévolus aux communes. Moi, je pense que le principal problème auquel sont confrontés les maires, les conseillers municipaux de manière générale, c'est la question des moyens financiers dont ils disposent pour développer le service public, pour mener des politiques publiques. C'était d'ailleurs, ça faisait partie des sujets qui étaient au cœur des débats budgétaires à la fin de l'année dernière. Et donc moi, je pense que c'est ce sujet-là qui doit être traité en priorité. Allez, après plusieurs reports et à moins d'un an maintenant des municipales, l'Assemblée nationale examine aujourd'hui en commission la loi PLM Paris, Lyon, Marseille qui vise à modifier le mode d'élection des maires dans ces 3 grandes villes. On voit le détail avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour monsieur le sénateur. Et Steve, l'Assemblée nationale se penche donc aujourd'hui sur une réforme de la loi PLM. Pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est une loi adoptée en 1982 et qui instaure des règles particulières pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille, PLM. À l'époque, cette loi s'inscrit dans le cadre de la décentralisation. L'idée, c'est de rapprocher le pouvoir des citoyens en créant des mairies d'arrondissement ou des mairies de secteur. Dans ces 3 villes les plus peuplées de France, un mode de scrutin particulier est alors mis en place. Il n'y a pas de liste à l'échelle de la commune tout entière comme ailleurs en France. Le vote se fait au niveau de l'arrondissement et ensuite chaque conseil d'arrondissement envoie des membres au conseil municipal. C'est donc un scrutin qui se fait en 2 temps, Oriane. Et la commission des lois de l'Assemblée se réunit donc aujourd'hui pour examiner une proposition de loi d'un député Renaissance, Sylvain Maillard. Qu'est-ce qu'elle contient? Alors on rappelle que les élections municipales auront lieu l'année prochaine en 2026 et qu'il faut donc aller très vite. La réforme prévoit de mettre fin à la spécificité du mode de scrutin dans les 3 villes. L'idée portée par le parti Renaissance et le député Sylvain Maillard est d'élire les conseillers municipaux non plus au niveau des arrondissements mais sur une circonscription unique. L'argument invoqué par les porteurs de la réforme, on va le voir, il est le suivant. Le mode de scrutin actuel est susceptible de conduire à une anomalie démocratique en ce qu'un maire peut être élu avec le soutien d'une minorité de voix. Le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s'applique. Donc, philosophie générale, Oriane, plus de démocratie, plus d'apaisement dans la vie publique. Et du coup, comment ça se passe pour les électeurs de ces villes? Quel est le nouveau mode de scrutin? Il y aurait 2 scrutins qui se dérouleraient au même moment. Les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais se présenteraient dans leur bureau de vote pour désigner les membres des conseils d'arrondissement et aussi directement pour élire les conseillers au niveau de la commune. Les électeurs auraient donc 2 bulletins de vote à mettre dans les urnes. Si elle est votée en l'état, la réforme s'appliquerait dès les prochaines élections municipales. Monsieur le sénateur, c'est pas mal ça comme réforme. Plus de démocratie, vous pouvez pas être contre. Vous savez, ça n'est pas plus démocratique. Tout ça repose en réalité sur un mensonge qui a d'ailleurs été évoqué parmi les raisons présentées par les députés Renaissance. Ils nous disent, avec ce mode de scrutin, vous vous rendez compte, on risque d'avoir un maire de Paris au hasard, qui serait élu avec une minorité de voix. Vous savez, moi je suis élu depuis 2008, nous avons toujours été majoritaires en voix. En 2001, Bertrand Delanoë a plus de voix que Philippe Séguin. En 2008, il a plus de voix que Françoise de Panafieux. En 2014, Anne Hidalgo a plus de voix que Nathalie Kosciusko-Morizet. Et en 2020, elle a plus de voix que Madame Mais vous Dati. reconnaissez que cette réforme permet plus de démocratie directe, d'une certaine manière? Non. Parce qu'on nous fait croire, c'est le deuxième mensonge, qu'avec ce nouveau mode de scrutin, les Parisiens auront la possibilité de voter directement pour leur maire. Je voudrais juste rappeler que dans aucune ville de France, dans aucune commune de France, on vote directement pour son maire. On élit un conseil municipal et ensuite, c'est le conseil municipal qui élit le maire. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on peut changer de maire sans avoir de nouvelles élections municipales. Il suffit de convoquer le conseil municipal qui élit un nouveau maire. Donc, une fois de plus, un double mensonge. Le premier mensonge consiste à faire croire qu'avec ce mode de scrutin, on a des maires qui ont été élus par une minorité de voix. C'est faux, j'en ai fait la démonstration. Et deuxièmement, on nous fait croire qu'on pourra élire directement le maire. On fait donc croire aux Parisiens,
aux Lyonnais et aux Marseillais qu'ils bénéficieront demain d'un droit qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et une fois de plus, c'est faux, puisque c'est le Conseil, pour ce qui est de Paris, le Conseil de Paris, qui élira le maire. Ce ne sont pas les Parisiens qui éliront directement leur maire. Vous parlez de Marseille. Benoît Payan, le maire de Marseille, est favorable. Anne Hidalgo est contre, et chacun voit un peu ses intérêts politiques. Je crois que le maire de Lyon n'y est pas favorable. Il dit on verra. Il dit oui. On verra sur jugera sur pied. De ce que je comprends, il n'y est pas favorable. Moi, vous savez, je pense qu'il y a un principe qui est extrêmement simple. On ne change pas de mode de scrutin à moins d'un an des élections. Les élections municipales ont lieu dans moins d'un an. Et tout le monde a compris ce dont il s'agit. Il ne s'agit ni de Marseille ni de Lyon. Il s'agit de Paris. Et d'ailleurs, les députés qui portent cette proposition de loi, c'est M. Maillard. M. Maillard est celui qui est chargé pour Renaissance d'organiser pour son parti la stratégie pour les prochaines élections municipales à Paris. Ces gens ont cru qu'ils ont perdu les dernières élections municipales à Paris parce que le mode de scrutin leur était défavorable. Ils n'ont pas perdu parce que le mode de scrutin leur était défavorable. Ils ont perdu d'abord parce qu'ils n'avaient pas un très bon candidat, vous vous en souvenez, qui a connu quelques soubresauts, et puis surtout parce qu'ils n'ont pas les propositions qui permettent de rassembler une majorité de voix à Paris. Grosso modo, Renaissance, la Macronie essaye de changer le mode du scrutin pour mettre au hasard Rachida Dati à la mairie de Paris. Exactement, ils ont bien compris. Ils ont bien compris que comme ils n'ont pas l'implantation locale qui permet de gagner les élections municipales à Paris, il faut changer les règles du jeu à moins d'un an des élections municipales pour essayer de maximiser leurs chances en réduisant la part de l'implantation locale. Parce que c'est vrai que le mode de scrutin actuel par arrondissement favorise l'implantation locale, le travail local, puisqu'il repose sur la force des arrondissements. Est-ce que du coup, vous redoutez-vous les conséquences politiques d'un changement du mode de scrutin ? Parce que ça pourrait pénaliser la gauche ? Non, je ne le pense pas, parce que je suis convaincu qu'il y a une majorité à Paris qui est favorable à la réduction de la place de la voiture, qui est favorable à la solidarité, à l'augmentation de la place du logement social. C'est ce qui nous a permis, une fois de plus, de gagner les élections municipales à 4 reprises, en 2001, en 2008, en 2014 et en 2020. Et je pense que ce sera le cas en 2026. Anne Hidalgo ne sera pas candidate l'année prochaine. Vous êtes candidat à la mairie de Paris. Vous revendiquez son bilan en bloc ? Ah bien sûr, moi je revendique absolument le bilan. Et vous savez, je trouve qu'il serait un peu paradoxal, alors que j'ai été un pilier de cette majorité municipale, que j'en ai porté l'une des premières priorités, le logement, ce qui m'a permis d'ailleurs de faire passer Paris de 13% de logements sociaux à 26% aujourd'hui. Je crois que nous sommes la seule capitale européenne à avoir réussi une telle performance et j'en suis très fier. Elle a tout bien fait. J'assume ce bilan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points sur lesquels il y a nécessité à s'améliorer. Ça, je l'assume parfaitement. Et par ailleurs, sur un certain nombre de sujets, le contexte a pu évoluer. Mais en tout cas, moi, j'assume le bilan, je l'assume fièrement. En matière d'écologie, nous avons baissé la pollution de 40%. En baissant la place de la voiture de 40%, je l'assume aussi, je l'assume totalement et je pense qu'il faudra même aller plus loin et j'ai quelques propositions dans ce domaine. Eh ben, on va en parler tout de suite de vos propositions, le temps de remercier Steve, on retrouve dans une demi-heure. Tout à l'heure, on parlera du CESE et de François Bayrou, je vous expliquerai. C'est facile dans le club dans une demi-heure, à tout à l'heure Steve. On parle de vos propositions justement pour la mairie de Paris avec Jacques Paquier. Bonjour Jacques, merci d'être là, directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. Jacques, vous étiez au meeting de lancement de campagne de Yann Brossa pour les municipales et justement, vous vouliez l'interroger sur certaines de ses propositions. Oui, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. En effet, vous avez lancé pour les communistes dont vous êtes le conducteur de la campagne en vue des prochaines municipales ce meeting. Vous avez dévoilé des propositions. J'aurais voulu, si vous voulez bien, qu'on revienne sur certaines d'entre elles. Je pense notamment à la création de 9 km de nouvelles voies sur berge piétonnes qui les porterait donc à 12, si j'ai bien tout noté. 3 aujourd'hui, 12 demain. Vous voulez créer aussi une mutuelle municipale et créer 100 nouveaux équipements publics de santé. Et enfin, je vous les pose les 3, et puis on en parle si vous voulez bien. Vous voulez mettre les propriétaires de logements vacants depuis plus de 5 ans face à une alternative, soit les mettre en location, les remettre sur le marché, ou les vendre, soit en être expropriés. Pouvez-vous, monsieur Brossa, nous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants de ces propositions ? D'abord, il y en a beaucoup et je suis très fier dans cette campagne de porter des propositions. Je suis quand même frappé par le fait que, alors certes, nous sommes en pré-campagne, mais enfin, pour l'instant, on parle beaucoup d'ambition individuelle, on parle d'affrontement entre des candidats, mais on parle assez peu de propositions. C'est vrai que j'ai adopté une stratégie très claire qui est de mettre des propositions sur la table pour
nous projeter dans le prochain mandat. Je dirais qu'il y a deux priorités absolument majeures. La première priorité, ça reste le logement. Et vous avez évoqué ce que j'ai proposé, à savoir le fait qu'il n'est pas normal qu'on ait d'un côté 3000 personnes qui dorment dehors toutes les nuits à Paris, dont 400 enfants, et dans le même temps 3000 logements qui sont vides depuis plus de 5 ans. Donc je le dis, sur ces logements, nous dirons aux propriétaires, vous avez le choix, soit vous remettez ces logements en location, soit la ville de Paris lancera une procédure d'expropriation. Nous avons d'ailleurs par le passé déjà lancé des procédures d'expropriation, plutôt sur des immeubles entiers. Je l'ai fait, notamment dans le 14e arrondissement, rue Maurice-Ripoche, dans un ancien hôtel. Il faudra être capable de le faire à l'échelle de logements qui sont vides depuis, je le répète, plus de 5 ans. Je l'assume parfaitement. Ça, monsieur le sénateur, la loi vous autorise à le faire sans qu'elle soit modifiée? Vous pouvez le faire à droit constant? C'est possible de le faire dans le cadre de la loi. Évidemment que c'est la ville de Paris qui lance la procédure d'expropriation. Ensuite, c'est le juge qui prononce l'expropriation et la nature de l'indemnisation du propriétaire. Et puis la deuxième priorité, en plus du logement, c'est la question de l'écologie et c'est la capacité que nous devons donner aux Parisiens, aux piétons, de retrouver de l'espace. Moi, je suis convaincu que la mandature passée, la mandature qui s'achève, a été la mandature du vélo. La prochaine doit être la mandature des piétons. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé, vous avez raison de le dire, 12 km de promenade sur la rive droite de la Seine pour rendre la Seine aux Parisiennes et aux Parisiens. Actuellement, il y a 3 km de promenade. C'est ce que Anne Hidalgo a permis de faire. Je pense qu'il faut aller plus loin et permettre aux Parisiens de se promener du pont de Garigliano dans le 16e arrondissement, parce qu'il est temps aussi que le 16e arrondissement puisse rentrer dans le 21e siècle, jusqu'au parc de Bercy dans le 12e. Ça fait effectivement 12 km et ça multipliera la promenade par 4. Merci infiniment. Si on a encore un peu de temps, je voulais que vous nous décriviez, vous disiez l'autre samedi que Montreuil avait mis en place, vous voulez créer une mutuelle municipale. À qui ce serait destiné? Comment ça marche? Beaucoup de villes l'ont fait, vous avez raison de le dire, Montreuil, en Seine-Saint-Denis, Avion dans le Pas-de-Calais, chez ma camarade Katia Poursopoli, qui est sénatrice ici. Et effectivement, mon objectif, c'est que nous puissions mettre en place cette mutuelle municipale. Ça ne veut pas dire que c'est la mairie qui crée sa mutuelle. Ça veut dire que la mairie lance un appel à manifestation d'intérêt, que des mutuelles se proposent et qu'on en sélectionne une, celle dont nous estimons qu'elle est la meilleure, et nous obtenons un prix de gros d'une certaine manière, ce qui permettra aux Parisiens d'accéder à une mutuelle de bonne qualité et pas trop chère, parce que nous sommes une ville dans laquelle la question de l'accès aux soins devient une question clé. Je rappelle qu'il y a moins d'1 médecin sur 5 à Paris qui est en secteur 1, qu'on a une population qui vieillit et donc les besoins en matière de santé augmentent. Et donc une bonne mutuelle à pas trop cher, ce sera très bénéfique pour les Parisiens qui ont des dépenses de santé qui augmentent. Et vous êtes le candidat des communistes. Les écologistes connaissent aussi leur candidat. Ce sera David Béliard. Les socialistes désigneront le leur fin juin. Est-ce que vous irez chacun de votre côté au premier tour ou est-ce que vous travaillez d'ores et déjà une candidature d'union dès le premier tour? Je souhaite ardemment une candidature d'union. Pas seulement une candidature d'union Parti communiste, Parti socialiste, comme ça a été le cas lors des dernières élections municipales. Moi, je souhaite une liste d'union communiste, socialiste, écologiste. C'est la majorité municipale actuelle et nous devons nous présenter ensemble dès le premier tour aux prochaines élections municipales pour maximiser nos chances de victoire. On voit l'ambiance qu'on a partout à travers le monde. On a Trump aux États-Unis, on a Bardella et Le Pen qui présentent un visage dangereux en France. Paris doit rester une terre de résistance à l'extrême droite et ça suppose que nous soyons unis aux élections municipales. Et vous avez déjà commencé à discuter? Oui, nous dialoguons, nous discutons. Moi, je n'ai jamais perdu le sens du dialogue avec les membres de la majorité municipale. J'ai toujours d'ailleurs fait l'effort de rassembler largement. Et donc, je pense à la fois qu'il faut faire l'union et que je suis le plus capable de la mener. On va remercier Jacques Paquier. L'année du Cantique francilien, c'est à la une du journal du Grand Paris. Un dernier mot parce que François Bayrou a confié hier au CESE le débat sur Cascato français qu'il a lancé. Il entend travailler sur 4 chantiers, l'éducation, la santé, la simplification, la dette. Il a raison de lancer ce débat. Vous savez, on a un Premier ministre qui me donne le sentiment d'avoir une vocation, occupationnelle. Il organise des débats, il organise des colloques, il organise des conclaves. Que fait-il? En l'occurrence, on n'attend pas du Premier ministre qu'il organise des débats. On attend de lui qu'il prenne des décisions. Et en l'occurrence, sur les grands sujets de préoccupation des Français, le pouvoir d'achat, les services publics, l'école, pour l'instant, il ne se passe strictement rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, dans le club, on viendra sur les suites politiques de la condamnation de Marine Le Pen. On va en parler tout de suite avec notre prochain invité. C'est le maire d'Angers, Christophe Béchu, qui nous rejoint.